Le 12 novembre 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Mermoz, texte intégral. Quand la France avait encore des ailes, le chroniqueur est saisi devant le film Mermoz de scrupules compréhensibles. L'idée de cet ouvrage est belle, enfin digne d'un cinéma de révolution nationale. Notre aviation fut une de nos gloires incontestées. Elle demeure assez récente pour porter témoignage des vertus de la race. De cette aviation, Mermoz est la figure idéale. Rien n'a terni la statue du héros. Il a eu la chance de disparaître en décembre 1936, à l'instant où montait le fleuve de boue qui a bientôt déferlé et qui a tout éclaboussé dans notre pays. Il est bien de rappeler que nous avons eu en Mermoz, dont le souvenir nous arrache à l'obsession du marché noir, du banditisme, de la sénilité, de l'anarchie, de la trahison sous toutes ses formes. Mais deux jeunes aviateurs français de nos amis, dans une lettre qu'ils ont bien voulu m'adresser, après avoir fait eux-mêmes ces réflexions, ajoutent qu'ils déplorent que, ouvrez les guillemets, la résurrection imagée de leur grand aîné, qui pouvait être une cérémonie mystique et grave, ne soit plus qu'un spectacle, fermez les guillemets. Partagent leurs regrets. À vrai dire, je vois mal comment on aurait pu nous les éviter. Il nous est difficile d'empêcher que le cinéma soit d'abord un spectacle. Le principe des commémorations héroïques, comme celle-ci, est digne de toutes les louanges, mais il est presque fatal qu'à l'écran ces commémorations nous déçoivent. La substitution d'un acteur à une figure aussi familière et proche de nous que celle de Jean Mermoz grève le film d'un vice originel. Il semble qu'une voix nous répète incessamment, ouvrez les guillemets, tout ce que vous voyez là est faux, fermez les guillemets. Nous connaissons tous un film purement imaginaire où l'action nous emporte, nous fait battre le cœur, avide de savoir si le brave homme échappera au péril qui l'assaille, si la jeune fille sauvera son amour dramatiquement compromis. Nous nous surprenons parfois à sourire de notre crédulité. Les guillemets. Pourquoi cette émotion? Tu n'ignores pas qu'il s'agit de comédiens qui recommencent pour la 10e fois peut-être leur scène devant un arsenal de caméras et de projecteurs, et qui sont surtout pressés de rentrer chez eux, fermez les guillemets. Mais, sans mettre plus loin, nous sommes repris. Le miracle s'est accompli, il est malheureusement très rare dans Mermoz. Ajoutons que les circonstances sont aussi défavorables que possible à une entreprise de cet ordre. Nous ne disposons plus d'un seul avion. Impossible encore de nous conduire en pèlerinage dans tous les lieux du monde, Dakar, Natal, Montevideo, Rio, Santiago du Chili, où le héros posa ses ailes, où son souvenir est resté éclatant. Oui, il y a l'aventure, la bravoure, la force, la ténacité, l'exotisme. Ce sont des mots magnifiques sur les pages d'un scénario. Mais comment parvenir à les matérialiser? En somme, ne nous trouvons-nous pas devant un fort beau sujet? Compte tenu de ces obstacles, le travail accompli par Louis Cuny dans son film est honorable, mais sans aboutir à l'impossible chef-d'œuvre, il pouvait nous laisser moins insatisfaits. On a suivi avec beaucoup d'intérêt les débuts de Louis Cuny dans des documentaires de métrage modestes. Cuny nourrit de vastes ambitions. Ce n'est pas ici qu'on le lui reprochera. Son premier essai dans un cadre plus large, L'hommage à Bizet, présenté la saison dernière au cours d'un des programmes d'art, sciences, voyage, obligeait déjà à beaucoup de réserves. Mermoz est une amplification dans ce genre hybride, indécis, où le document exact et la reconstitution approximative voisinent sans jamais parvenir à se fondre. Notre première inquiétude concerne le pseudo-Mermoz, incarné par Robert-Hugues Lambert. On reconnaît volontiers que ce garçon s'est tiré adroitement d'un pas bien difficile. Il n'est point antipathique, il dit juste, il a une gaieté et une vitalité naturelles. C'est avant tout une idée de photographe que de l'avoir choisi. Sous certains angles, certains éclairages, sa ressemblance physique avec l'aviateur est étonnante. Mais pour la ressemblance morale, c'est une autre affaire. Dans tous les portraits que nous possédons de Mermoz, il y a un rayonnement que nous ne retrouvons à aucun instant chez son demi-sosie. Le regard, si frappant chez un conquérant du ciel, nous rappelle constamment la supercherie. Pieuse sans doute, mais manifeste. Hugues Lambert a un œil brun, vif quelquefois, assez vulgaire, où ne se lit, et pour cause, aucune prédestination.
Le préambule du film est très laborieux. Il s'agissait de décrire les débuts de Mermoz désorienté et besogneux, ce qui était relativement peu compliqué. Mais il semble que l'on hésite à nous montrer franchement le héros. Il apparaît de dos, un profil perdu, noyé dans l'ombre. Le speaker ne lâche pas le microphone. Le procédé est un peu trop commode. C'est un pli d'habitude chez un auteur de documentaire. Il oblige aussi à multiplier les pantomimes muettes auxquelles les comédiens, voire les simples figurants, ne sont plus accoutumés et qui prennent un aspect bien archaïque. On a dit souvent que le documentaire était une excellente école de cinéma, qu'on y acquiert le sens du mouvement, mais il comporte aussi certains tics et poncifs dont Louis Cuny ne s'est pas débarrassé. Répétition d'images pour exprimer la fatalité, la monotonie, métaphore visuelle d'un symbolisme un peu primaire et conventionnel. Louis Cuny, qui jouait toutes les difficultés à la fois, avait besoin de beaucoup plus d'invention pour les vaincre. Il utilise trop volontiers les effets et les moyens les plus prévus. Après maintes séquences assez traînantes, voici enfin une scène mieux venue, presque entièrement réussie. La célèbre panne en pleine cordillère à plus de 4000 mètres, les 2 jours et les 2 nuits dans ce désert de glace, sans vivres, sans combustible, la réparation entreprise contre tout espoir avec le fidèle mécanicien. L'avion poussé sur une longue piste de neige par 2 hommes à bout de force. L'invraisemblable décollage du virtuose face à l'abîme. Ce splendide triomphe de la volonté est un de ces thèmes que le cinéma ne peut trahir. Nous oublions pour un moment que seuls 2 acteurs sont en jeu, quelque part en Savoie ou dans les Pyrénées, à 100 mètres d'un confortable refuge. L'épisode d'ailleurs aurait pu être rendu d'une façon plus saisissante. Nous aurions voulu vivre seconde par seconde l'effort surhumain de l'athlète Mermoz soulevant son avion avec les épaules. Cette victoire des muscles et de l'âme reste un peu trop abstraite. La caméra n'est pas un témoin assez attentif. Elle tourne ailleurs son gros œil au plus pathétique de l'effort. L'inoubliable concours du saut à la perche entre Japonais et Américains dans les Olympiades de Leni Riefenstahl était d'un autre style. Il faut reconnaître du reste que pour les Olympiades, l'auteur travaillait sur le vécu. Cette scène de la panne exceptée, l'air et le ciel sont étrangement absents du film de Mermoz. Nous voyons des bars, des bureaux, un dancing, des cabines téléphoniques, des carlingues reconstituées en studio. Nous traversons souvent l'océan, du moins on nous le dit, mais ces voyages sont essentiellement représentés par une scène fort inutile entre le grand Tasse et un jeune missionnaire à voix nasillarde. Le désert, c'est une canfouine où M. Jean Marchas poursuit des rêves d'intellectuel, entre guillemets, tandis qu'un jovial Marseillais joue de l'harmonica et botte l'arrière-train d'une mouquère. L'Amérique du Sud, c'est l'entrée d'un ascenseur devant lequel passe une demi-douzaine de personnages dont on a noirci le fond de teint. Ces simulacres sont bien puérils. Non moins puérils les tableaux soi-disant techniques où l'on voit par exemple Mermoz, la cigarette aux lèvres, les mains dans ses poches, établir en 5 minutes la voilure, les moteurs, les hélices, le profil, le tableau de bord d'un prototype de transatlantique, pendant qu'une troupe de dessinateurs et d'ingénieurs en blouse blanche prennent fiévreusement des notes. On nous répétera qu'il n'y avait pas, en 1943, d'autres moyens de s'en tirer. Ce n'est pas prouvé, et si on nous le prouvait, ce serait reconnaître implicitement qu'il valait mieux renoncer au film pour cette année. Il existait peut-être une autre solution qui m'est encore suggérée par mes 2 jeunes correspondants dont je parlais plus haut. Évoquer à propos du personnage glorieux et si caractéristique que fut Mermoz tout le drame de l'aviation française, car pendant 15 ans, après l'autre guerre, l'aviation française créée par les Blériot, les Védrine, les Pégoud, les Garros, fut la reine de tous les cieux. Ces splendides palmarès alignaient les noms de Codeau, de Rossi, de Coste, Lebris, Détroyat, Lalouette, Goulette, Lefebvre, Doré, le charmant et admirable Assolan, tué face à l'ennemi anglais l'année dernière, 200 autres, sans oublier les nobles vaincus tels Ningesser et Colly, les mécaniciens, les radios, dont la renommée dura le temps d'un journal, et Mermoz, qui les résume à tous. Mais tandis que ces héros portaient notre pavillon aux 4 coins de la terre, créaient des lignes jalonnées de tombes, défiaient les plus formidables concurrents et triomphaient d'eux avec un matériel désuet ou inexistant, les ministères de l'air tombaient aux mains de politiciens affairistes et mesquins, le juif Bokanovski, l'auvergnat Laurent Hénac,
les capitalistes pullulant dans les compagnies aériennes, soit rétrogrades, soit véreux, ne valaient pas plus cher. Et après les agioteurs de droite, ce fut le faisant, l'agent soviétique de la Bloomerie, le sanglant Pierre Cotte, destructeur de notre aviation civile et militaire. Mermoz a disparu au moment où sombrait l'une des plus belles œuvres françaises, dont le saccage annonçait toutes les ruines françaises accumulées depuis par les mêmes bourgeois et les mêmes gredins marxistes, tous ceux qui ont fait qu'en dépit des noms merveilleux des intrépides martyrs que l'on vient de citer, il n'y a plus d'aviation française, il n'y a plus une seule de nos cocardes dans le ciel. Oui, c'eût été un beau sujet, d'autant que Mermoz pouvait en être le centre, car Mermoz savait, il était avec nous. Je ne parle pas de son appartenance au PSF de Larocque, dans un temps où beaucoup de braves, peu familiarisés avec le monde politique, pouvaient encore nourrir des illusions sur le fameux colonel Larocque. Mais ce n'était un secret pour personne, en 1936, que Mermoz s'opposait violemment au misérable Cotte. Ne criait-il pas, ouvrez les guillemets, « Je veux avoir le droit de voler, tout en n'étant ni juif ni franc-maçon », fermez les guillemets. Je m'aventure ici parmi des questions que je ne connais que par ouï-dire. Mais quand le noble Mermoz mourut, le gouvernement Blum ne complotait-il pas de lâcher sur ce héros suspect de nationalisme ces ignobles magistrats? N'est-il pas exact que Mermoz connaissait la décadence de notre aviation militaire et qu'il s'exprimait à son propos sans ménagement? Cela n'eût-il pas été bon à rappeler? De même, n'eût-il pas été éloquent de dire que l'ignoble Cotte, anti-français jusqu'à l'hystérie, est aujourd'hui l'un des conseillers, l'ambassadeur français, mais de quelle France? Point d'exclamation, auprès du libérateur Roosevelt, entre guillemets. Et toutes ces choses eût été de la politique, épouvantail des sacristains et des vrais piliers de loge qui, côte à côte, dans les berceaux des censures vichysoises, veillent à matelasser les cervelles françaises dans les ténèbres et dans le bain judaïque. La seule allusion qu'ils aient autorisée, c'est une pâle et prudente parodie de conseil d'administration. On aurait pu, m'assure-t-on, consulter maint collaborateur intime de Mermoz qui aurait exprimé ses pensées et ses dégoûts. On s'en est tenu à une hagiographie officielle. À défaut de l'irréalisable épopée, on pouvait lancer un salubre réquisitoire. On a préféré s'en tenir à un héroïsme bénin, selon les méthodes de M. Henri Bordeaux. Malgré tout, l'exemple de Mermoz fut si mal que nous en retrouvons le reflet jusque dans ces images édulcorées et incomplètes et que l'on peut s'associer aux applaudissements des spectateurs qui saluent ici une intention et un grand souvenir plutôt qu'une œuvre.